Dans notre dernière aventure, nous avons infiltré une secte avec Leon Festinger et découvert la puissance de la dissonance cognitive qui nous pousse à tordre nos croyances quand la réalité les contredit. Mais voilà, cette enquête se déroulait dans le monde réel, avec ses croyances, ses prophéties et ses fins du monde reportées. Fascinant, certes, mais comment être sûr que ce mécanisme ne dépend pas seulement de ces contextes particuliers? Comment prouver en conditions contrôlées que la dissonance cognitive est universelle? Pour ça, il faut quitter les sectes et entrer dans le laboratoire. Aujourd'hui, nous allons assister à l'une des expériences les plus élégantes, les plus contre-intuitives et les plus célèbres de l'histoire de la psychologie sociale. Une expérience qui a révélé le pouvoir insoupçonné d'un simple dollar. Nous sommes à Stanford, en 1959. Les étudiants volontaires qui franchissent la porte du laboratoire s'attendent sans doute à vivre une expérience originale. Mais Festinger et son collègue, James Carl Smith, leur ont réservé un sort bien différent. Pendant 1 heure, ils infligent aux participants des tâches d'une monotonie absolue. D'abord, placer 12 bobines sur un plateau, les retirer, recommencer, encore et encore, pendant 30 minutes. Puis, tourner 48 chevilles de bois, chacune d'un quart de tour. Puis, un autre quart de tour. Et recommencer. 1 demi-heure entière à répéter ce geste mécanique, sans but, sans intérêt. C'est assommant. Et c'est précisément le but. À la fin de cette heure interminable, les étudiants pensent que l'expérience est terminée. Mais c'est à ce moment précis que le vrai piège se referme. L'expérimentateur prend alors le sujet à part. Il a l'air gêné. « Écoutez, mon assistant qui devait briefer le prochain participant est absent. Le prochain sujet est une jeune femme qui attend dans le couloir. Pourriez-vous me rendre un service ? Allez lui dire que l'expérience que vous venez de vivre était passionnante et amusante. » Autrement dit, mentir. Dire l'exact opposé de ce que l'on vient de vivre. Puis vient la manipulation clé. L'expérimentateur ajoute « Pour un premier groupe, nous vous donnons 20 $ pour ce service. » Une coquette somme à l'époque, l'équivalent d'environ 150 € aujourd'hui. Pour un deuxième groupe, nous vous donnons 1 $. Une somme symbolique presque ridicule. Enfin, un troisième groupe, contrôle, ne ment pas du tout. Une fois le mensonge accompli, un autre chercheur, qui fait mine d'ignorer l'expérience, demande au sujet d'évaluer sincèrement sur une échelle de -5 à +5 à quel point la tâche était intéressante. La question cruciale est posée, qui parmi ces 3 groupes trouvera l'expérience la plus agréable ? Le bon sens et la psychologie dominante de l'époque, le behaviorisme, parient sur une réponse simple. Plus la récompense est grande, plus l'appréciation est positive. Mais les résultats renversent toutes les attentes. Le groupe contrôle, qui n'a pas menti, juge la tâche très ennuyeuse, autour de -0,45 sur l'échelle. Le groupe payé 20 $ n'est guère plus indulgent, -0,05. Mais le groupe payé seulement 1 $, surprise, il juge la tâche plutôt intéressante, plus 1,35. Et ce n'est pas une coïncidence. Les différences entre le groupe 1 $ et les 2 autres sont statistiquement significatives. Autrement dit, ce n'est pas un hasard, mais bien un effet robuste. Comment expliquer ce paradoxe ? Par la dissonance cognitive. Le participant payé 20 $ n'a aucun problème, il sait qu'il a menti, mais il a une justification claire, l'argent. Il peut donc continuer à penser que la tâche était assommante. Le participant payé 1 $, en revanche, n'a aucune excuse valable. Pourquoi mentir pour une somme aussi dérisoire ? Cela crée une dissonance insupportable. Pour la réduire, il modifie sa croyance.
Finalement, ce n'était pas si mal, peut-être même intéressant d'un certain point de vue. Sans s'en rendre compte, il s'auto-persuade. Son esprit réécrit son propre vécu pour retrouver une cohérence. L'aventure indolore est une démonstration magistrale. Nous ne sommes pas des êtres qui alignent leurs actions sur leurs croyances. Nous sommes des êtres qui réajustent leurs croyances pour justifier leurs actions. Cette découverte éclaire bien des comportements quotidiens. Pourquoi valorisons-nous davantage ce pour quoi nous avons beaucoup peiné, un diplôme, une initiation ou une place chèrement acquise? Pourquoi parfois faire agir quelqu'un d'abord est plus efficace pour le convaincre que de tenter de le persuader par des arguments? Dans notre prochain épisode, nous resterons dans le monde de nos croyances, mais nous plongerons dans celles qui nous concernent le plus intimement, nos croyances sur nous-mêmes. Avec la psychologue Carol Dweck, nous découvrirons la différence entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. D'ici là, soyez attentifs aux petites justifications que vous inventez après vos choix. Et surtout, restez curieux.